Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Apartheid, laïcité, identité, voile, pas un jour quasiment sans que l'on entende ces mots dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux des deux côtés de la Méditerranée, en Europe et au Maghreb. Les débats sur ces thèmes restent passionnels. Alors certains artistes n'hésitent pas à faire valser les stéréotypes et à se réapproprier les clichés pour mieux en rire. 4 invités avec nous aujourd'hui dans MOE sur TV5 Monde. Samia Orozman, merci d'être avec nous. Vous êtes humoriste. Votre spectacle s'intitule Femmes de couleur. Vous serez en tournée le 6 février, dans quelques jours, donc à Oujda au Maroc, du 8 au 15 à Abidjan en Côte d'Ivoire, puis ensuite le 21 mars à Lausanne en Suisse, mais dès demain au point virgule à Paris. Avec nous également à vos côtés Slimane Dazi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes comédien à l'affiche de Fièvre, le film d'Hicham Ayouch, en lice pour le prix Lumière 2015 dans la catégorie meilleur film francophone. Ce sera demain soir à Paris, récompense décernée par les correspondants de la presse étrangère dans la capitale française, et film également, on le précise, dans la sélection officielle du FESPACO qui se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso. Yann Ismail, bienvenue à vous. Vous êtes islamologue, conférencier, acteur associatif également. Et puis de la musique aujourd'hui également avec l'artiste Ibrahim Malouf. Merci d'être avec nous. Vous êtes trompettiste, compositeur, parrain de l'édition 2015 du festival Musicora. Vous invitez tous ceux qui partagent votre passion à participer à une improvisation géante, collective, exceptionnelle. Ce sera dimanche prochain, 8 février, en clôture de Musicora, donc le rendez-vous classique de jazz qui se déroule du 6 au 8 février. Alors avant d'en parler avec vous, Ibrahim Malouf, voici un avant-goût de ces improvisations. Mais vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Mais franchement, rejoignez-nous le 8 février, ce sera cool. Ciao. Non, non, ben non. Voilà, alors près de 1000 artistes, musiciens, amateurs ou professionnels sont attendus, de tous âges confondus, dimanche prochain au 104 à Paris. Ibrahim Malouf, comment vous est venue l'idée de ce projet? Bonjour à tous. Écoutez, juste, merci d'avoir passé cette vidéo, mais surtout, il ne faut pas que les gens s'imaginent que ça va être la cacophonie comme ça. Au contraire, c'était vraiment une vidéo pour vraiment, comment dire, décomplexer les gens, en fait, un peu en leur disant... venez en gros avec les instruments que vous voulez, peu importe, même si ce n'est pas des instruments conventionnels, même si vous n'en avez pas, peu importe le niveau que vous avez, que vous soyez un grand musicien ou juste un mélomane ou juste quelqu'un qui aime bien la musique mais qui ne joue pas véritablement d'instruments de musique, vous êtes tous les bienvenus, peu importe les styles musicaux que vous jouez. Et finalement, ça a été en effet, on s'attendait à avoir 700, 800 personnes en se disant « Oh là là, comment on va faire s'il y a vraiment 700, 800 personnes ?» Finalement, on va être plus de 1600 personnes puisqu'il y a eu... enfin là maintenant, au moment où je vous parle, il y a plus de 1600 personnes inscrites. Donc ça va être un gigantesque orchestre. Il n'y a pas de public, tous les gens qui sont là vont participer. Et ça va être un grand moment d'improvisation comme ça, où tous les styles musicaux, tous les âges, toutes les générations, toutes les origines, tous les instruments, même les voix, il y a même des danseurs qui viennent, vont se mélanger pour un moment en même temps convivial et en même temps... assez pédagogique, je crois, autour de l'improvisation. Alors c'est un événement qui prend encore plus de poids et de symboles avec les événements qu'a connu la France récemment. Quel est l'objectif de ce rendez-vous, Ibrahim Malouf? Écoutez, je peux pas définir un objectif, il y en a plusieurs évidemment. D'abord, passer un bon moment en ce moment dans une période aussi compliquée, un moment de convivialité en oubliant, en effet, vous avez raison de noter qu'en ce moment c'est compliqué, en oubliant les origines, les religions, les styles, etc. Mais juste de se dire, voilà, on va célébrer la créativité musicale sans se soucier vraiment de d'où vous venez, vos origines, etc. Mais juste en se disant, l'avenir, voilà, le futur, c'est ça qui est le plus important. Et comment réussir à construire ensemble en inventant un monde meilleur à travers la musique. Donc ça, c'est évidemment, c'est un peu le premier message, je dirais, subliminal de cet événement. Mais il y a un message pédagogique qui est important. C'est quelque chose que j'essaie de défendre depuis maintenant pas mal d'années. J'ai créé une classe d'improvisation au conservatoire, au pôle supérieur de Paris, Boulogne,
pour l'improvisation, pour réintégrer l'enseignement de l'improvisation dans les études musicales classiques. Mais je crois que c'est une démarche, enfin la réintroduction de l'enseignement de l'improvisation, c'est quelque chose qui devrait être remis vraiment sur la table, surtout qu'en ce moment Merci. il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment, pardon, je suis un peu long. Non, pas du tout. En ce moment, il y a un petit débat sur la transformation un peu de l'éducation musicale et de l'éducation en France. Je crois que c'est le moment vraiment de soutenir la réintégration de l'improvisation dans l'enseignement musical. Voilà, l'enseignement musical, c'est vrai qu'il a pris quelques coups durs ces 30 dernières années. Merci à vous, Ibrahim Mahalouf, d'avoir été avec nous. C'est donc dimanche prochain, cette initiative très originale. Samia Oresman, la musique, le rire aussi, c'est ce que vous avez choisi, vous, l'humour. Vous vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux en particulier, avec des vidéos en ligne, hein, bien avant d'ailleurs les attentats qu'a connus la France. On va regarder l'un de vos sketchs, c'était juste après les attentats au Canada, notamment contre le Parlement d'Ottawa en octobre dernier. Alors bonjour, c'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes, juste pour commettre leurs méfaits, d'accord? Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles, hein? On est fatigués, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même, voilà. Donc merci de choisir une autre religion, voilà. Au revoir. Merci de choisir une autre religion, Samia Oresman, ça fait sourire Slimane Dazi. Alors on rit bien entendu, mais c'est un sujet lourd, sensible. Comment est-ce que vous avez été amené à les traiter ? Dans un souci de faire changer un petit peu les choses et de faire évoluer les mentalités. En fait, dans les médias, régulièrement, il est dépeint l'image d'un musulman intégriste qui cherche toujours à tuer l'autre, qui cherche à être violent, etc., alors que c'est pas du tout ce que représente l'islam. Et donc, j'ai voulu rééquilibrer un petit peu les choses en essayant de dépeindre avec humour certaines situations. Et donc, cette vidéo-là, en l'occurrence, c'était surtout un coup de gueule. Comme vous l'avez expliqué, c'était juste après les attentats d'Ottawa. Au début, on nous dépeint le profil des tueurs comme étant des occidentaux, etc. Puis au fur et à mesure de l'enquête, on apprend qu'ils venaient tout juste de se convertir à l'islam juste avant d'aller tuer des gens. Et donc ça m'a mis hors de moi. Donc j'ai fait cette vidéo pour dire, écoutez les gars, vous êtes gentils, la prochaine fois que vous voulez choisir une religion pour aller tuer des gens, bah, vous choisissez une autre, parce que nous, on commence à s'en prendre plein la figure et ça fatigue un petit peu beaucoup quand même. Mais au fond, derrière le rire, ce que vous voulez dire, c'est qu'on entend parler de radicalisation, c'est pas le fait d'avoir épousé l'islam. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils auraient pu épouser une autre idéologie, peut-être il y a 30 ans, un groupe d'extrême gauche, et passer à l'acte, c'est ça aussi ? Exactement, c'est exactement ce que je cherche à dire. Moi, j'ai jamais appris cet islam-là. Pour nous, l'islam, c'est la tolérance, c'est l'ouverture, c'est l'amour de l'autre, c'est aimer son prochain. Le prophète, que la paix soit sur lui, s'est toujours comporté de la meilleure des façons. Et si on cherche à reproduire son comportement, en aucun cas, on va tuer des gens pour le venger. Ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que les gens ont relayé la vidéo, c'est que beaucoup de musulmans se sont sentis concernés et imagés par les propos que j'ai tenus. Et beaucoup de non-musulmans avaient besoin d'entendre ce discours-là de la part de musulmans. Mais ça, vous pouvez le dire, changer de religion, parce que précisément, vous êtes humoriste et vous avez ces habits d'artiste. Parce qu'un citoyen lambda, s'il le dit, c'est beaucoup plus lourd à porter comme propos, quand bien même il le pense profondément. Exactement, mais c'est bien connu qu'on dédramatise tout par l'humour et que la seule façon finalement de déconstruire des clichés ou de décompresser des situations, c'est avec l'humour et avec le rire. Ouais. Eh bien, on va regarder un autre extrait, cette fois de votre spectacle, tiré donc de Femmes de couleur. Et là, il s'agit d'un sujet qui revient souvent dans le débat, en France, mais pas seulement, au Canada, qui a eu tout un débat sur la charte dite des valeurs. On a eu ce débat également en Belgique, c'est sur la question du port du voile chez les femmes musulmanes. Regardez. La première fois que je me suis présentée pour garder les enfants, je suis arrivée comme ça, avec mon bandana, mon col roulé, mon sourire aux lèvres, et ils m'ont embauchée. Sans se rendre compte, en fait, de ce qu'ils faisaient. Parce qu'au fur et à mesure des jours, ils ont vu que mon foulard, il changeait de couleur, mais jamais de place. Là, ils ont commencé à paniquer. Et un jour, je suis arrivée, je leur ai dit, franchement, c'est vraiment hyper sympa à vous de m'avoir accepté malgré mon voile. Ah, parce que vous portez la burqa. Chérie, casse les enfants! Pardon? Non, il n'y a pas de problème, on va vous embaucher en tant que nounou. Non, on est des gens très tolérants, très ouverts. Enfin, tant que vous n'apprenez pas à nos enfants comment devenir des kamikazes, terroristes, islamistes, il n'y a aucun problème avec ça. Vous ne leur apprenez pas ça, n'est-ce pas? Non mais c'est dingue, le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, j'ai eu l'impression d'entrer dans la 4e dimension. J'ai eu le droit à plein de réflexions complètement bêtes du genre « Oh, Samia, tu portes le voile !»
Arrête, déconne pas, qui c'est qui me l'a mis? J'avais même pas capté. Ou genre, non mais attends, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Bah je t'avoue qu'au début, j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher. Samia Rosman, qui vous l'a mis ce voile? Non, je plaisante, mais ce qu'on vous dit souvent, c'est est-ce que ton frère t'a obligé à le porter, votre père? C'est des questions sincèrement que vous avez eues dans la vie, au quotidien? Bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui n'osent pas forcément les poser. Et même des amis proches, en fait, hein, oui. vous vous rendez compte? Oui, mes parents, les premiers. Ouais. C'est quand même... J'aime bien la tête sérieuse. Non, mais ça arrive. Non, mais ça arrive. Non, pas mes parents. Mais en général, oui, c'est des questions que les gens se posent beaucoup. Et vous pensez que vous pouvez justement rire de ce sujet précisément parce que vous-même, vous portez un voile? Exactement. Bien sûr. Puisque qui mieux que moi pourrait en rire? Et c'est dommage, vous n'avez pas montré le passage où je parle de toutes ces filles qui viennent te voir avec un air désespéré et qui te disent « On t'a forcé, c'est ça. Tu es une femme battue. Oui, c'est ce à quoi je faisais allusion, justement. C'était la suite. Tu as raison, t'as vu mon père, mon frère et mon mari cachés derrière les buissons. Et puis elles te font, mais non, mais révolte-toi, appelle Fadela Amara. Et elles sont convaincues, ces filles-là, en fait, qu'on a été forcées. Mais comment tu veux être forcée en France à faire quelque chose? Une femme est totalement libre de faire ce qu'elle a envie de faire. On évoque parfois dans certains quartiers quand même la pression sociale aussi, qui fait que si la fille ne le porte pas, elle sera mal vue, etc. C'est le discours qui avait été véhiculé par notamment l'association de Fadela Amara. J'ai grandi dans les quartiers, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. C'est pas le pire quartier qu'on puisse trouver ici. Et au final, on n'a jamais eu une quelconque pression. Aujourd'hui, une femme en France ne peut pas être forcée à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Avec toutes les lois qu'il y a, avec tous les droits qu'on a, c'est plutôt le contraire. On force les filles à rester enfermées chez elles si elles veulent porter leur niqab. Voilà ce qui se passe. Yann Ismail, le rire, ça vaut parfois tous les discours. Vous êtes amené à intervenir sur ces sujets-là. Vous devez faire beaucoup plus attention à ce que vous dites. On imagine qu'une humoriste sur scène. Tout à fait, parce que... Alors, il est très positif, justement, de dédramatiser par le rire et de dénoncer un certain nombre de stéréotypes et de préjugés par le biais de l'art ou du rire. Mais quand on est dans l'engagement intellectuel, effectivement, surtout dans le climat actuel, il faut faire preuve de beaucoup de prudence et de pondération, notamment sur tous les sujets qui touchent à l'islam. Et il serait bon parfois d'ouvrir la voie à un dialogue beaucoup plus serein. Serein. Slimane Dazi, vous êtes d'une autre génération, par exemple, que Yanis ou que Samia. Quel regard portez-vous sur ces débats récurrents dans la société française? De quoi est-ce, selon vous, le symptôme? Vous qui êtes non pas sociologue, mais comédien, comment vous voyez les choses? Le débat sur le port du voile, les discriminations? Je le vois... J'essaye déjà de moins l'écouter possible, comme je vous le disais tout à l'heure. Les informations, j'essaye vraiment de m'en écarter le plus possible. Et je rejoins un petit peu ce que disait... Samia, pardon. Je rejoins un petit peu ce que disait Samia et que moi, je n'ai jamais vu... je n'ai jamais senti des interdictions ou quoi que ce soit dans les quartiers. En tout cas... chez les jeunes femmes, il y a des cas très isolés, exceptionnels, etc. Mais ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment dans une caricature, dans un clicheton, et ça devient un petit peu fatigant. Quoi. Ça devient un petit peu fatigant. Alors, dans Fièvre, Slimane Dazi, vous incarnez Karim, le père de Benjamin. C'est un adolescent de 13 ans qui vit dans des foyers, qui va de foyer en foyer et qui décide, lorsqu'il apprend qu'il a un papa, d'aller vivre chez lui. Le souci, c'est que ce père de famille vit avec ses parents. Il a un frère handicapé à cause de lui, après un accident de la circulation. Et alors là, ça va être le bouleversement. L'enfant va totalement chambouler ses parents, son père également. C'est un film très très dur. On regarde la bande-annonce avant d'en parler. Je veux aller chez mon père. Tu le connais pas, ce monsieur. Il sait rien de toi. Ta mère, elle a des graves problèmes. Tu laisses la vie dans le ventre d'une femme et tu nous dis rien. Y'a pas de papa! Je te parle comme à un homme, laisse papa de côté. C'est Benjamin, mon fils. Y'a que les putes qui niquent avec les Arabes. Toi, tu vas nettoyer ta mère, petit connard. À quoi tu joues là? Tu fais ton petit match, tu viens foutre le bordel, la misère jusqu'à dans mon job. Putain merde! Je sais pas quoi faire avec ce gosse. Il a de la haine dans les yeux. 10 ans pour rire. 10 ans pour penser. 10 ans pour aimer.
Voilà, Fièvre avec Didier Michon, donc dans le rôle de cet enfant de 13 ans, Benjamin, qui est d'ailleurs en lice pour avoir demain soir, c'est tout ce qu'on lui souhaite, le rôle de, en tout cas la meilleure révélation, meilleur espoir demain donc aux Lumières. À Paris, Slimane Dazi, c'est un film, je le disais, dont on ne sort pas indemne, on en sort secoué. Comment est-ce que vous avez abordé ce rôle? Vous en avez eu de nombreux rôles dans le cinéma français, celui-ci, il est tout de même particulier, non? Et il est fort, mais alors là, moi je vais vous reprendre, je pense que le film... Je le cataloguerai pas comme un film dur, mais plutôt comme un film fort. Oui. Parce qu'il y a quand même des vrais messages d'espoir, des vrais messages d'amour. Il y a des moments il y a des grands moments de poésie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le réduire à un film, à une œuvre dure, quoi. C'est vrai que le sujet est lourd, mais ça existe. Et puis voilà, et puis par rapport au personnage de Karim, ce personnage, ça a été un cadeau. Quand j'ai lu le scénario, je pense que j'ai reçu quand j'ai lu le scénario, que j'ai reçu ce cadeau un petit peu quelque part, parce qu'un personnage comme ça, on m'en offrira pas 4, 5 dans ma carrière. Surtout qu'elle est bien entamée maintenant. Alors il y a cette violence verbale, notamment de cet enfant. C'est ce que parfois dans une société quelle qu'elle soit, puisque le propos de ce film est au fond universel, cet enfant qui va de foyer en foyer, qui découvre qu'il a un père, cette violence au fond verbale, c'est sa manière à lui de s'exprimer, peut-être de même masquer un manque, un amour qu'il n'a pas eu. Absolument, je pense que c'est sa manière de répondre à l'amour que veulent lui donner ses parents, enfin sa famille, son père, sa grand-mère, son grand-père. Et la réponse qu'il a à cela, étant donné qu'il a vécu que dans les foyers, dans les familles d'accueil, à la DAS, avec beaucoup de problèmes, sa réponse à cela, c'est la violence. Parce que pour lui, l'amour, c'est synonyme d'abandon et de trahison. Et sa seule manière de répondre, c'est par la provocation, par cette violence verbale qui est quand même très crue, là. Alors oui, ouais. C'est très cru. Et c'est ce qui va faire... C'est quand même ce qui va faire réagir la famille. C'est l'électrochoc qui va faire. Et l'espoir, où est-il? Slimane Dazi, c'est notamment cette scène un peu à la fin, lorsqu'il est pris, on le voit, d'amour pour votre frère, hein, dans le film, qui est handicapé. C'est une scène très forte. Moi, je pense que l'espoir, il est à partir du moment où il y a un clash, où il y a vraiment la confrontation, où le père sort vraiment de son mutisme, de son silence, de son côté totalement amorphe, quoi, où il redevient vivant. À partir de là, l'enfant et le père vont se rencontrer. Et la famille, quelque part, va se retrouver et va se rencontrer avec le gamin, le père qui va se retrouver avec le fils. Et du coup, avec eux-mêmes aussi, peut-être. Absolument. Et il y a des fois où on a besoin de ça, quoi. Et je trouve que c'était une manière forte de l'amener. Yann Ismail, besoin de se retrouver, dit Slimane Dazi. Vous, après les attentats contre Charlie Hebdo, contre l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes et contre les policiers aussi, hein, vous avez écrit ceci sur les réseaux sociaux. C'est un collège ou un lycée à Strasbourg, il me semble, qui vous a sollicité pour un entretien. Et vous dites, il est fondamental que les citoyens de différentes origines, religions, horizons philosophiques puissent dialoguer pour apprendre à se connaître mutuellement, connaître nos points communs pour agir dans des causes communes et accepter nos différences dans le respect et la compréhension mutuelle. Et vous dites en conclusion quasiment, c'est la seule voie qui permettra à la France de rester unie dans sa diversité. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a une ignorance mutuelle. Et donc, ce qu'il serait intéressant, c'est d'agir dans le sens de la connaissance mutuelle. Parce que le vivre ensemble ne se décrète pas par des lois ou par des slogans, mais par une action effective pour le promouvoir. Et cela passera nécessairement par le dialogue et l'étude, c'est-à-dire étudier l'autre, et on verra que l'autre est à la fois différent et semblable, car on a une humanité partagée, on a un certain nombre de valeurs partagées, et sur cette base-là, on peut construire une société commune, mais de l'autre, on a aussi des différences qu'il faut apprendre à étudier, à connaître pour se respecter, et aussi comprendre qu'entre les individus, il y aura aussi des désaccords insolubles qu'il faut accepter, et ceci ne doit pas nous empêcher de faire société commune.
Mais cela dit, alors il y a plusieurs explications, plusieurs grilles de lecture pour expliquer par exemple la violence que l'on a vue en France. Récemment, le Premier ministre français Manuel Valls a parlé d'apartheid social, territorial, ethnique. Ce sont des mots qui ont frappé, qui ont provoqué le débat. Je vous cite un sociologue qui s'appelle Renaud Epstein et qui dit faire de telles déclarations, formulant les problèmes en termes ethno-raciaux, après les attentats, cela revient, dit ce sociologue, à établir implicitement un lien entre la concentration spatiale des minorités et le terrorisme. Quel est votre avis à ce sujet? Alors moi je pense que dans un phénomène de violence, la première des choses c'est bien sûr de le condamner, mais on ne peut pas simplement avoir une réflexion primaire, il faut réfléchir aux causes fondamentales de ce phénomène, qui sont, bien sûr il y a la dimension sécuritaire, mais il y a aussi dans les causes profondes, fondamentales, la question des discriminations, la question de la pauvreté, de la précarité, la question de la ghettoisation et la question de l'islamophobie et du racisme qui est aujourd'hui en train de miner le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et aujourd'hui, lutter contre l'islamophobie, c'est faire œuvre de salubrité publique, parce que l'islamophobie est un des éléments parmi d'autres qui ouvre un terreau favorable à la radicalisation. L'islamophobie, pardon de vous couper, Yann Ismail, c'est un mot un peu tabou. On entend rarement de définition de ce mot. J'aimerais vous en lire une. C'était après les attentats, justement, qui ont secoué la France. Des intellectuels disent ceci: l'accusation d'islamophobie ne vise pas ceux qui critiquent la religion musulmane, mais ceux qui attribuent aux musulmans une identité qui découlerait du Coran, disent ces intellectuels, et qui en font un groupe homogène, porteur d'un projet cohérent visant nos institutions et nos valeurs. Est-ce que, alors parmi ces intellectuels, il y a Alain Grèche, il y a Michel Sibony, notamment président de l'Union juive française pour la paix. Est-ce que c'est une définition que vous partagez? Alors, je la partage tout à fait. Et pour moi, l'islamophobie, elle relève de deux dimensions. Il y a la définition que je qualifierais de minimaliste ou de pénale, qui se caractérise par en fait donc tout acte de discrimination, de violence physique ou verbale à l'encontre d'individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam, est la définition minimale de l'islamophobie. Ensuite, il y a la deuxième dimension qui est plus idéologique ou politique, qui considère ou qui attribue à un musulman, du fait de son appartenance à l'islam, un projet quasiment génétique, un projet de violence, un projet de conquête, un projet de colonisation à l'endroit de la France ou de l'Europe. Et ça, c'est donc une construction idéologique qui construit le musulman comme un problème de société. Et il y a ces deux dimensions-là, la dimension, je dirais, d'ordre pénal et la dimension plus idéologique qu'il faut combattre. Samia Rosman, quel est votre avis à ce sujet, justement? Vous parliez de choses, on va dire, plus terre-à-terre, mais qui sont dures à vivre au quotidien pour les personnes qui sont victimes de ce genre de propos, de stigmatisation, mais sur la définition qu'on vient d'aborder. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et à partir du moment où on s'attaquera justement à toute forme de racisme, je pense que les choses pourront évoluer dans le bon sens. Mais pourquoi, à votre avis, dans ces cas-là, pardon, on entend, est-ce que l'islam est soluble dans la République? Pourquoi cette religion particulièrement a-t-il cela? Est-ce que c'est lié à l'actualité internationale selon vous? Oui, il y a de ça et je pense que c'est aussi une façon d'exacerber quand même les haines des uns contre les autres. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on ne cherche pas vraiment à rassembler les gens, mais à surtout les diviser. Et en réalité, c'est un faux problème. Je veux dire, les musulmans ont toujours fait partie du paysage francophone français, et ça n'a jamais posé problème. Maintenant, il faut savoir qu'après les attentats de Charlie Hebdo, les premières victimes collatérales sont les musulmans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actes islamophobes, il y a de plus en plus de mosquées qui sont attaquées, de femmes voilées qui se font agresser, aussi bien physiquement que verbalement. Moi, j'ai déjà eu des récits qui m'ont été rapportés. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Slimane Dazi, sur cette identité musulmane, ça c'est quelque chose, vous, et nous d'ailleurs, que nous n'entendions pas en France il y a quelques décennies. On ne disait pas il est musulman. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent être originaires de pays du Maghreb et être athées, ne pas croire en Dieu. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas avant. Comment vous, pareil, en tant que citoyen, encore une fois, et non pas spécialiste, vous vivez cela? Si on vous dit, vous, Slimane Dazi, vous êtes musulman Je dis d'abord, je suis Slimane Dazi, je suis un citoyen, comédien, père de famille. J'ai grandi dans un islam d'amour, comme disait ma Samia. Et vraiment, ce que j'ai reçu, c'est vraiment c'est à l'antipode de ce qu'on entend, de ce qui est divulgué, de ce qui est... cet islam que l'on entend, qui est surmédiatisé, faudrait un petit peu voir ce qui se passe déjà à l'origine, que ce soit dans les quartiers, les jeunes qui ont des jeunes dérives et puis qui ont des petites dérives et puis qui se retrouvent en prison pour des petits délits. Et petit à petit, ces jeunes-là, c'est souvent... Le terreau, c'est en prison, quoi. C'est vraiment en prison. Et si on commence pas par là, on commence pas par travailler
sur le problème de ces jeunes qui sont à l'origine encore des innocents, si on ne travaille pas là-dessus... Pour vous, les gouvernements doivent faire leur autocritique aussi? Mais moi, je pense qu'il y a quand même un problème au niveau des instances publiques, des instances politiques. Ouais. Quoi. Et ça, c'est pas d'hier. Voilà, j'ai traversé le gouvernement de Giscard d'Estaing, de Mitterrand, etc. Et voilà, il arrive un moment où il faut... Le vrai problème, il n'est pas là, quoi. Agir, voilà, il faut aller sur... Et ça, je rejoindrai un petit peu ce que dit mon ami François Truquaigne. Il a créé cette association qui s'appelle Chrysalide. Il est en Belgique. Et lui, il fait un vrai travail de fond. Et c'est l'éducation, tout passe par là. Quoi. Eh bien, on terminera sur cette passerelle francophone entre la France et la Belgique. Merci à vous, Slimane Dazi, merci Samir Oresman, merci à vous, Yann Ismail également, d'avoir participé à MOE. Merci à vous également. À dimanche prochain pour une nouvelle émission.